Valente Saint-Just, merci d'être avec nous. Conformément aux recommandations du CSA, on n'évoquera pas votre campagne particulière à Paris. Vous êtes là en tant que porte-parole du Front National. On va essayer d'en parler nationalement parlant. Commençons peut-être par... C'est normal avec le Front National. Commençons peut-être par vos réactions à ces propos du Premier ministre. Tout faire pour qu'il n'y ait pas une commune qui ait un maire Front National. Moi, ça me choque énormément parce que ça n'est pas dirigé même contre les candidats ou les responsables du Front National, c'est évidemment dirigé contre tous les électeurs, tous les Françaises et les Français qui votent ou qui voteront Front National. Il faut tout faire pour que ces gens-là n'aient pas d'élus. Donc il y a une sorte d'apartheid, une sorte de ségrégation. Oui. Dans ce qu'il a dit, ils peuvent avoir des élus, mais pas de maire. Oui, pas de maire. Donc la ségrégation est là, dans la bouche du Premier ministre. Et il y a un autre mot qui est choquant, c'est il faut tout faire. Tout, qu'est-ce que ça veut dire? La fraude, la triche, l'intimidation physique. J'imagine, dans la tête du Premier ministre, c'est aller jusqu'à voter pour un candidat UMP. D'accord, mais il ferait mieux, le prétendu Premier ministre de la France, de choisir bien ses mots. Pourquoi prétendu? Parce que quand il parle comme ça, il n'est pas le Premier ministre de la France, monsieur Hérault, monsieur Field. Je comprends qu'un autre responsable socialiste s'exprime ainsi, mais le Premier ministre, qui se dit, on le dit souvent, le Premier ministre de la France ne peut pas, je pense, dans une démocratie, une république comme la France, appeler à ce que X% et de plus en plus important de pourcentage de Françaises et de Français n'aient pas d'élus, n'aient pas de maire. Il n'y a aucune raison, ou alors on interdit le Front National, ou alors on décide que les électeurs du Front National ne sont pas des Français comme les autres, qu'il y a une espèce de mur qui est construit, qu'il y a une ségrégation, qu'il y a un apartheid. Moi, je suis très choqué, mais je pense que ça nous fera, ces appels-là sont de nature à faire augmenter nos scores. Vous présentez 596 listes dans 415 des communes de plus de 10 000 habitants. Ça fait 6 fois plus qu'aux dernières municipales et vous dépassez largement le record historique des 512 listes de 95. Est-ce que vous avez fait vous-même une estimation? Qu'est-ce que ce serait une réussite pour le Front National à ces élections? Je sais pas, on a parlé d'une possibilité de 1000 élus à travers la France. Vous en avez quoi, une soixantaine maintenant? Oui. En 2008, c'était extrêmement difficile. Si on atteint plusieurs centaines et 1000, ça sera, oui, je le pense, une très grande réussite. Mais de toute façon, là, vous me parlez d'un responsable de parti politique. Le fait déjà d'avoir pu présenter dans de bonnes conditions ces 600 listes, c'est déjà une très grande réussite. Vous savez, on a un peu l'habitude de dire que les responsables politiques combattent, mais ce sont les électeurs qui donnent la victoire. Je ne sais pas si ça vous rappelle une phrase célèbre de Jeanne d'Arc, mais on peut la transposer aux élections. Décidément, vous allez chercher loin vos références. Il y a aujourd'hui des affaires en pagaille. Vous êtes avocat. Je recevais tout à l'heure l'ancien bâtonnier, le président des barreaux. Vous seriez associé, même sans la signer, à la pétition des avocats qui se sont rebellés contre les écoutes? Moi, je suis un farouche partisan de la protection la plus sévère du secret de l'instruction. On en discute beaucoup. Il y a de bons esprits qui disent non, il faudrait le supprimer complètement et que tout se passe, arrêter de sanctionner et que tout se passe à la vue de tout le monde. C'est une thèse. Je pense qu'elle n'est pas bonne. Moi, je suis pour sa protection la plus sévère. C'est-à-dire vous êtes davantage choqué par la violation du secret de l'instruction qui nous permet de lire le contenu des discussions entre Nicolas Sarkozy et son avocat, ou par la teneur de ses propos? Écoutez, moi je pense que je suis obligé de raisonner par étage. Je suis choqué par la violation, mais à chaque fois, c'est comme dans la violation de la vie privée, à chaque fois que la vie privée est violée ou que le secret de l'instruction est violé, finalement c'est pour révéler, on aboutit à la révélation d'une infraction, de la commission d'infraction ou d'un scandale qui va cacher la violation du secret de l'instruction. Et c'est vrai que cette violation du secret de l'instruction aurait révélé des infractions ou des indélicatesses, je parle au conditionnel, commises par M. Sarkozy et son avocat. C'est là-dessus qu'on se focalise. Mais je pense qu'avant, il faut se focaliser sur cette affaire du secret d'instruction. Et je pense qu'il faudrait, quand on arrive à attraper quelqu'un qui sciemment a violé le secret d'instruction, il faudrait réprimer extrêmement sévèrement. Est-ce que c'est vraiment encore possible ou est-ce que ça reste une sorte de fiction juridique? Parce que voilà, à la fois la pression médiatique, les développements technologiques eux-mêmes, c'est-à-dire on photographie avec un portable n'importe quoi. Vous savez, dans les dossiers des juges d'instruction comme les dossiers des tribunaux, il y a des informations
extrêmement sensible pour l'honneur, pour la vie privée d'un grand nombre de personnes connues, de personnes moins connues. Et je crois qu'on ne peut, dans une société civilisée, on ne peut pas déclarer que les dossiers judiciaires des tribunaux correctionnels, des cours d'assises ou des dossiers d'instruction, surtout des dossiers d'instruction, seront donnés, et notamment seraient donnés à la presse, parce que ça serait ça, la violation du secret d'instruction, enfin la fin du secret d'instruction. La presse, qui est le vecteur naturel pour répandre l'information, aurait accès, comme elle a accès aux procès eux-mêmes, qui sont publics, et où la presse peut pénétrer, ce qui est une garantie d'ailleurs du justiciable et du fonctionnement de la justice, vous allez pouvoir avoir en temps réel les pièces d'instruction. Moi, je ne crois pas que ce soit possible. Très bien. On va revenir aux élections. Vous êtes en mesure, vous allez être en mesure, puisque toutes les projections montrent qu'il y aura sans doute beaucoup de possibilités pour vous de vous maintenir au deuxième tour, pour vous, pour vos listes. Donc ces fameuses triangulaires, vous risquez quelquefois de faire perdre l'UMP en vous maintenant. Je me permets de revenir sur votre phrase. Pour nous, c'est pas un risque. Et de faire perdre l'UMP... non, mais j'allais faire le balancement. Et vous risquez de faire perdre le PS suivant les cas aussi. D'accord, mais nous disons... C'est une double joie pour vous. Monsieur Phil, nous disons de façon fondée, c'est pas une parole en l'air de notre part, nous disons que l'UMP et le PS se ressemblent énormément, tant dans la forme que dans le fond. Bon, donc, ça veut dire que qu'il y ait un élu UMP qu'il y ait un élu PS, pareil pour vous. Ça sera aussi nocif pour la ville. Bon, alors pourquoi voulez-vous aller aider l'un plus que l'autre? Je pense que, comme lors des présidentielles, mais c'est le bureau exécutif du Front National qui le décidera lundi, il n'y aura pas de véritable consigne de vote. Et en plus, il faudrait quand même un jour que... à l'UMP, parlons pas du PS, mais à l'UMP, on va bien nous adresser la parole. Hein, au lieu de nous donner... Oh, mais il paraît que, par exemple, dans le sud-est, avec Marion Maréchal Le Pen, ça discute volontiers quand même, les maires UMP et tout ça, non? Loin des appareils politiques et loin des projecteurs. Il y aura certainement les villes les unes après les autres. Je n'écoute pas les conversations. Je vois, par exemple, on ne va pas parler de Paris puisqu'on ne peut pas parler de Paris, mais il y a un grand nombre de responsables de l'UMP qui non seulement ne nous adressent pas la parole, mais méprisent souverainement nos électeurs. Voilà, la balle est dans leur camp. Moi, je vais vous dire, la balle est dans le camp de l'UMP, et toute élection de gauche, d'un candidat de gauche, à cause d'une triangulaire, ça sera de la responsabilité exclusive de l'UMP, pas de nous. Vous ne voulez pas emporter la responsabilité. Non, mais en même temps, vous faites souvent bien de la politique avec Marine Le Pen. Oui, ça veut dire que... Est-ce que vous n'allez pas, je dirais pas jouer parce que les enjeux sont très sérieux, mais est-ce qu'il n'y a pas des zones, et je repense par exemple au sud-est, où vous pourriez introduire des systèmes un peu de turbulence en proposant tacitement des alliances? C'est simple en matière municipale. Ou nous faisons moins de 10 ou nous faisons plus de 10. Si nous faisons moins de 10, est-ce qu'on appelle à voter au deuxième tour tel ou tel candidat? Ça, je ne le pense pas, mais on verra. Si nous faisons plus de 10, et normalement, nous nous maintenons, parce que nous voulons avoir des élus. Que diraient nos électeurs qui ont voté pour nous, ceux qui ont fait campagne pour nous? Ah, vous vous êtes présentés, vous avez fait plus de 10, puis tout d'un coup, plus de 10 et vous ne maintenez pas. Ça serait ridicule. Alors après, il y a les tâches supplémentaires, ce sont les possibilités de fusion avec les listes qui ont fait plus de 5%. Là, pour le moment, je ne sais pas si l'UMP demandera quelque chose, et les cas particuliers du Sud-Est, mais ça peut se passer aussi dans le Pas-de-Calais. Non, je parle du Sud-Est, c'est bon. Voilà, c'est ma région, donc je la suis plus attentivement. Les cas particuliers seront traités par le bureau exécutif lundi. Valrand de Saint-Just, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de LCI. On va rester dans le cadre de la campagne municipale avec le bulletin de campagne avec Marie-Aline Méli.